Bonjour Pierre Grosser. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes enseignant à Sciences Po en relations internationales et votre dernier livre publié chez Odile Jacob s'intitule « L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle ». Alors il propose une vision de l'histoire, on va dire occidentalo-décentralisée qui nous permet de comprendre la place prépondérante de l'Asie. Alors non seulement au XXIe siècle, mais c'est peut-être plus inattendu, au XXe siècle, on réalise que l'Asie a énormément pesé sur le destin mondial au XXe siècle. Vous dites par exemple, vous relevez que les éléments déclencheurs des deux conflits mondiaux sont à aller chercher en Asie. Oui, alors pour prendre quelques exemples, notamment pour la Seconde Guerre mondiale, on sait vaguement qu'un conflit a commencé en 1931 en Mandchourie avec une offensive japonaise, mais donc c'est en fait dès les années 20 que ça se joue. Et puis toujours sur les origines de la Deuxième Guerre mondiale, on a commémoré le 23 août le pacte germano-soviétique. Je montre dans le livre à quel point, pour Staline, les questions asiatiques sont extrêmement importantes. Et pendant les négociations, il y a eu une guerre, un vrai affrontement militaire entre les soviétiques et les japonais. Et sa grande peur était une alliance entre Allemands, Japonais, voire Polonais contre l'Union soviétique. Voilà pour donner un exemple. Le deuxième grand exemple connu, c'est la guerre de Corée, qui a eu aujourd'hui, évidemment, un certain nombre de retentissements encore, mais, et c'est ça qui est important, ça a transformé la guerre froide, ça a militarisé, globalisé la guerre froide. Quelles sont les raisons de ce rôle prépondérant de l'Asie sur la marche du monde? Est-ce que ce sont des raisons économiques ou tout simplement démographiques, voire géographiques, avec une superficie considérable par rapport aux autres grandes zones de la planète? Alors, il y a une fascination pour l'Asie qui est assez importante à partir du XVIe siècle, et on sait qu'au XVIe, XVIIe siècle, il y avait une certaine domination de l'Asie sur les échanges internationaux, même si elle n'est pas forcément toujours jusqu'en Europe. Et la grande originalité, c'est que toutes les grandes puissances ont pensé que l'Asie était une composante de puissance. C'est-à-dire que pour les Britanniques, l'Empire des Indes, qui a rayonné depuis l'océan Indien jusqu'aux côtes de l'Afrique et encore jusqu'à l'Extrême-Orient, était un élément essentiel. Si la France a voulu avoir l'Indochine, eh bien c'était pour faire l'équivalent de l'Empire des Indes, et on pensait que être présent en Asie était une carte de visite pour être une grande puissance. Et pour les Russes, l'Empire russe, il faut bien se souvenir qu'il est aussi en Extrême-Orient. Et puis évidemment, pour les États-Unis, ils ont commencé leur impérialisme par l'Extrême-Orient. Comment est-ce que vous expliquez que, vu de Paris, on sous-estime l'Asie et son rôle? Est-ce qu'il existe une loi de proximité en histoire, comme il pourrait exister en journalisme? Alors, ce n'est pas tellement qu'on la sous-estime, il s'est passé un certain nombre de choses depuis la décolonisation, et notamment depuis 1954, quand on a perdu l'Indochine, et la France n'est plus une puissance asiatique. Pour les Britanniques, ça a été dans les années 60. Si vous allez aux États-Unis, l'Asie est présente tout le temps, et pour les Russes, elle est présente aussi. Donc, ce qui s'est passé depuis les années 60, pour aller vite, c'est un rétrécissement des horizons de la réflexion stratégique et un rétrécissement des horizons des analyses des historiens et des politistes, avec évidemment un recentrage sur l'Europe. Et les Britanniques, c'est la même chose. Alors évidemment, depuis quelques mois, on parle de nouveau d'une Grande-Bretagne globale, mais pendant très longtemps, ils se sont reconcentrés sur l'Europe et ont un peu oublié ce qui était le reste du monde, qui a été très très important historiquement pour eux. Qu'est-ce que nous apprend cette histoire de l'Asie au XXe et au XXIe siècle pour ce qui est de comprendre les grands enjeux actuels? Est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux suivre, par exemple, un événement comme ce qui se passe entre la Corée du Nord et Donald Trump plutôt que la vague terroriste qui frappe l'Europe, pour bien saisir les événements qui vont avoir une répercussion planétaire dans quelques années? Alors sur le long terme, c'est évidemment la montée en puissance de la Chine qui est la tendance absolument fondamentale. Je crois que la vraie leçon, et c'est ça d'ailleurs qui m'a amené à écrire sur le XXe siècle, c'est en partant du XXIe siècle, puisque je suis plutôt spécialiste des choses contemporaines, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit bien pour les Américains, pour les Russes, pour les Chinois, que la vision du monde est globale, et donc il faut penser tous les facteurs, et que quand il y a une crise en Corée, il y a en même temps une crise entre Chinois et Indiens, il y a en même temps la question iranienne, etc., etc. Donc ça nous paraît évident aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on l'a oublié pour le passé. Et donc peut-être qu'en restituant ce passé, c'est-à-dire l'importance de l'Asie, eh bien, ça poussera à penser globalement et stratégiquement l'ensemble de la planète en tenant compte très fortement de l'Asie. Puisque l'histoire du monde se fait en Asie. Merci beaucoup Pierre Grosser, votre livre est à lire chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci à vous.